Bien, alors bonjour. Merci de votre présence. Je vais dire juste 2 ou 3 mots de bienvenue. Je vous remercie beaucoup d'être là. On a des gens qui ont traversé les océans d'éternité pour nous rejoindre. Et ceux-là, je les remercie tout particulièrement. Mais il y a des gens qui sont vraiment de très près d'ici et je les remercie pas moins. C'est un début, on remercie. Et puis après, je laisserai la parole à mon collègue Grégory pour une introduction un petit peu plus substantielle. Ce colloque n'aura pas pu avoir lieu sans l'aide, notamment financière, du service culture et médiation scientifique de l'Université de Lausanne, du CIEL ou Centre interdisciplinaire d'études et littérature, et de diverses unités de la faculté des lettres, notamment la section de philosophie et la section de français. Sans oublier les maîtres de la caverne, que je remercie au passage, représentés ici par M. Grunberg, que nous entendrons demain. Et sinon, je crois que c'est tout. Je te laisse la parole. J'ai lancé l'enregistrement des slides, donc je te laisserai relancer ton PowerPoint. Hop. Ceci est un geste que vous verrez beaucoup aujourd'hui, le passage du micro pour la captation. Alors comme j'ai pu le radoter à certains d'entre vous, le titre de ce colloque contient en réalité une sorte de jeu de mots qui trace les thématiques de ces 2 journées. On peut y voir, bien entendu, l'utilisation du dispositif rôlistique comme moyen de faire passer un savoir littéraire. Par l'interprétation d'un détective pour appréhender le récit policier, par une diégèse fidèle à un cadre historique ou simplement par l'usage d'outils propres au jeu de rôle pour faire passer des enseignements, on apprend, on transmet. Mais cela peut se comprendre autrement. Toujours en gardant le filtre pédagogique, on pourrait considérer notre titre comme ceci: le jeu de rôle comme transmission littéraire. Le jeu de rôle est un dispositif littéraire qui transmet. Qu'il transmette du quotidien romain dans les classes du canton de Vaud ou des compétences sociales ou scolaires dans les milieux étudiants et enseignants, il est, par certaines de ses spécificités, un instrument de choix pour penser une didactique par le jeu. Le jeu de rôle est littérature. En suivant Coralie David, il est une forme de littérature de l'instant, une littérature de la réception, qui s'empare de ce qu'elle reçoit pour agir dessus et le renvoyer. En cela, c'est un jeu littéraire, une forge, un laboratoire, dans son rapport si particulier à la fiction. Lorsque le jeu de rôle transmet, il se fait la voix d'œuvres avant lui, qui ne sont pas aussi monolithiques que l'on croit souvent. Et le jeu de rôle y apporte sa propre résonance, celle d'un médium, au croisement d'une fiction axiomatique par ses coups de dés et ses choix, et d'une fiction mimétique dans le panache d'un RP réussi. Jeu de rôle et transmission littéraire. De la didactique en jeu de rôlegie en passant par les adaptations du mythe de Cthulhu en jeu de rôle, c'est finalement au pluriel que nous aborderons cette notion. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce colloque. Et voici comment on joue à Colloque RPG. Alors, ça va être un jeu de rôle un peu expérimental à MJ tournant pour commencer. Et chaque MJ va mener son bout de partie pendant 45 minutes. Après, c'est pendant son tour, le MJ interprète un seul PNJ, lui-même, qui se lance dans un monologue de 30 minutes. Ensuite, les personnages joueurs, donc vous,
eh ben, vous pouvez interroger le PNJ pendant environ 15 minutes. J'informe aussi, parce que la contrainte de temps est toujours quelque chose de difficile à tenir, mais on va la représenter par des dés à 6 faces qui sont posés à ma place. Et en gros, chaque dé représente 5 minutes. En plat, à notre bon Gaspard, il reste 30 minutes de parole. Lorsque 5 minutes auront passé, j'en enlèverai un. Jusqu'aux dernières 5 minutes où il n'y aura plus qu'un seul dé qui fera 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. D'ailleurs, nous commençons par la présentation de Gaspard Turin. Donc, Gaspard Turin, maître d'enseignement et de recherche suppléant à l'Université de Lausanne. Ses enseignements portent sur la littérature contemporaine, moderne et critique, sur la didactique de la littérature et sur le français langue étrangère. Ses recherches s'attachent, entre autres, à la compréhension historique du corpus littéraire et culturel contemporain, au devenir didactique et public de la littérature et à l'histoire des formes littéraires. Il a publié, en 2017, Poétique et usage de la liste littéraire. Oui, je ne les ai pas mis en italique, évidemment. Le Clézio Mondano Pérec aux éditions Droz. Il a co-dirigé un volume portant sur les thématiques familiales dans la littérature contemporaine française, Lettres modernes, Minard, 2016. Il est l'auteur de nombreux articles, notamment sur Pascal Quignard, Littérature 153, 2009, Tangente, numéro 115. Ah, je les fais tous, hein, attention. Ah, il y a 3 pages, attendez. Notamment sur Michel Houellebecq aussi, Éric Chevillard, ou encore Georges Perec. Gaspard Turin, bravo pour cette co-organisation, bienvenue. Et sans autre forme de préambule. Vous en êtes un autre. Je pense à faire, ouais. Je vous transmets le sacro-saint micro. Merci mon brave. Je pense qu'on en est qu'au début de notre monstruosité à 2 têtes, Greg et moi. Je vais vous parler de monstres, pas qu'à 2 têtes, à plusieurs têtes, à beaucoup plus de têtes que 2. Mais avant de vous parler de monstres, je vais lancer une petite incantation. Ya Shub Nigurat, la chèvre noire des forêts aux 1000 chevreaux. J'aurais pu le faire avec un petit peu plus d'emphase théâtrale, mais vous voyez un petit peu l'esprit. Cette incantation, donc, figurant dans un enregistrement incohérent, transcrit par le professeur Wilmart dans The Whisper in the Darkness, celui qui chuchotait dans les ténèbres, en 1931, est l'une des rares mentions de cette entité monstrueuse dans l'œuvre de Lovecraft. Entité dont, si l'on s'en tient à Lovecraft lui-même, on ne sait rien, ou presque rien, de l'apparence, ni des mœurs, ni de l'habitat, ni du rôle qu'elle tiendrait dans un quelconque panthéon de dieux horrifiques. Tout au plus sait-on que quelques vagues peuplades humaines, humanoïdes, isolées, dégénérées, évidemment, je reviendrai sur le racisme incroyable de Lovecraft, lui voueraient un culte. Ça n'est pas grâce à Lovecraft que l'on en sait plus sur cette divinité, mais grâce à ses continuateurs, notamment Robert Bloch et Auguste Derleth, en ce qui concerne ses contemporains directs. Ils s'en sont emparés, ils l'ont plus ou moins décrite, cette créature, ils l'ont développée. Comme le montrent les images que je vais maintenant faire passer un petit peu rapidement, images que j'emprunte par ailleurs à la seule première page d'une recherche sur Internet, d'une recherche d'images sur Internet. Ces continuateurs, vous voyez que ça n'a pas forcément toujours grand-chose à voir. Hein. Et là, par exemple. Et aussi ça, là. Ou encore ceci. J'étais un peu vite, je me suis dit, si vous trouvez ça... Pardon de vous imposer ça hein, le matin tôt, c'est pas évident. Hein. Il y en aura d'autres.
Donc, comme ces quelques images que vous avez pu voir un peu rapidement le montrent, ces continuateurs furent et sont toujours extrêmement nombreux et expriment leur vision de la créature de manière extrêmement diverse. Au point qu'il serait quasiment impossible pour un œil non averti de discerner Shub-Niggurath d'autres créatures telles que celle-ci, par exemple, ou celle-là, qui, donc, pour votre gouverne, ne sont pas Shub-Niggurath. Créature qui est donc construite collectivement. Cette dernière illustration, ces dernières, en fait, cette série de 3 dernières, comme vous pouvez peut-être le voir à l'incrustation en bas à droite de la marque, sont des planches accompagnant le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Et je suis revenu à Shub-Niggurath, que l'esthète reconnaît au fait qu'il est accompagné ici de l'un de ces fameux chevreaux. Il ou elle, hein, parce que c'est une créature non binaire et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Remarquez qu'il s'agit là d'une planche présentée de manière scientifique à l'échelle. Vous avez un personnage de taille humaine, il faut le voir, à gauche, accompagné donc d'un des rejetons, dont on voit aussi un petit peu quelles sont cette manière d'attaquer ou d'avaler l'humain. Donc avec aussi quelques détails anatomiques relatifs à certaines propriétés, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, je reviens à la question de la création et de l'écriture collective qui fonde la manière dont le mythe sur lequel se construisent les fictions Lovecraft s'est construit. C'est-à-dire en grande partie de cette façon collective. Ce qui est assez inattendu, parce que le destin scriptural de Lovecraft semblait presque garantir la pure solitude de son auteur. C'est en tout cas ce que les premières années de sa vie d'adulte semblaient lui indiquer. Autodidacte, brillant, mais attachant aux objets de savoir une attitude ou une épistémologie finalement très personnelle, refusé à l'université de Brown, qui est l'université de sa ville natale, déception qui compte beaucoup dans sa vie, à partir de laquelle il adopte ou commence à adopter un comportement social extrêmement réduit, confiné dans une attitude dédaigneuse de gentleman farmer, désargenté, érigeant le puritanisme comme règle absolue, résidant dans la nostalgie d'un passé perdu. Héritier sans héritage, lettré sans éducation, selon les termes de Samuel Coavo. Il renonce à réclamer son salaire, je continue cette citation, ou ses droits d'auteur à plusieurs occasions, considérant que ce ne serait pas digne d'un gentilhomme. Et Michel Houellebecq dit à cet effet de sa vie, une vie réduite au minimum, dont toutes les forces vives ont été transférées vers la littérature et vers le rêve. Si l'on s'en tient à la stricte biographie vue de l'extérieur, c'est ainsi que sa vie s'est écoulée, effectivement. Du point de vue de l'écriture, cependant, Lovecraft s'est au fil du temps entouré de très nombreux correspondants, dont certains sont devenus des amis de plume et des auteurs eux-mêmes, ayant embrassé la vision de leurs camarades et participé à élaborer cette vision. Pour comprendre les tenants et aboutissants de l'écriture collective des fictions mythologiques Lovecraftiennes, il faut observer le type de groupe social auquel Lovecraft s'associe dans les années 1910 pour écrire. Et ce groupe social qui est donc le journalisme amateur. Ce mouvement qui a préfiguré et influencé l'organisation des fanzines est constitué d'écrivains fonctionnant en dehors des circuits ordinaires de l'édition, de la publication. À ce titre, ce ne sont d'ailleurs pas tout à fait des journalistes, ou pas du tout des journalistes, mais des individus regroupés en associations qui produisent eux-mêmes de l'écriture à l'impression des textes qui ensuite circulent à l'interne. Lovecraft fera de cet univers son espace de création, se dépensant sans compter en une correspondance gigantesque. Rappelons que la taille de cette correspondance, informons, parce que je ne l'ai encore pas dit, que la taille de cette correspondance, encore largement inédite, est estimée à 100 000 lettres. 100 000 lettres, dont souvent certaines plusieurs dizaines de pages. Beaucoup plus vaste que ces fictions publiées.
Et les publications elles-mêmes présentent les caractéristiques d'une forte hybridité. De très nombreuses nouvelles signées par d'autres que lui, en fait, auront bénéficié de ses relectures, de ses conseils, de ses réécritures partielles ou de ses réécritures totales. Un article récent d'une équipe de stylométriciens s'est attaché à découvrir qui de Clifford Martin Eddy, signataire de la nouvelle The Loved Dead, ou de son correspondant Howard Phillips Lovecraft, était le réel auteur de cette nouvelle. Ils en ont déduit, selon des calculs extraordinairement compliqués, des graphiques complètement hors de ma portée de lecture par ailleurs, que la collaboration était effective, que la signature d'un seul nom ne pouvait être tenue comme seul révélateur du contenu, en somme qu'aucun des deux auteurs ne pouvait être tenu comme seul auteur de cette nouvelle. The evidence goes against any claim that either author is solely responsible for the Loved Dead, ainsi que pour d'autres de ces nouvelles. Donc, qui sont travaillées à quatre mains, sans qu'on puisse déterminer qui a fait quoi, ou en pouvant déterminer qui a fait quoi, effectivement, mais en ne pouvant effectivement pas en déduire que l'un des deux est plus l'auteur que l'autre. Dans cet univers du journalisme amateur, on a longtemps pensé que l'aura de Lovecraft faisait de lui une sorte de demi-dieu auprès de ses collègues plus jeunes, moins cultivés, moins doués que lui. S.T. Yoshi, le grand biographe de Lovecraft, par exemple, le compare à un géant, seul non surnageant dans un monde d'anonymes. H.P.L. is still regarded as a giant in the amateur world, écrit-il en 2001. Dans son article sur la question, Coavu montre bien qu'il ne s'agit pas simplement d'un effet de type gros poisson dans une petite mare, mais bien plutôt qu'il y a là tous les ingrédients écologiques d'un échange. La productivité, je le cite, il est là, la productivité de Lovecraft peut être comprise comme un résultat à la fois de sa meilleure image de soi et de son intégration dans un cercle d'écrivains. Et Lovecraft lui-même reconnaît le principe de l'échange, quoiqu'il renverse encore l'équilibre en sa défaveur, en gentleman qu'il était. What I've given amateur journalism is regrettably little. What amateur journalism has given me is life itself. Avant de revenir sur ce terme, la vie même, je souhaite apporter une nuance à cette métaphore du cercle d'écrivains, qui est à mes yeux peu efficace ou pas tout à fait satisfaisante, car véhiculant l'idée d'un centre qui évidemment serait occupé par le maître bienveillant autour duquel graviteraient des disciples. Or, il ne s'agit pas de cela, ou pas vraiment de cela. Il ne faut pas penser Lovecraft en roi Arthur, ni ses collaborateurs en chevaliers lancés à la quête d'un Graal philosophique qui serait écrire et promouvoir la vérité sur l'existence humaine, sur le peu de poids que cette existence a face au grand schéma cosmique hors de sa portée. Donc il ne le faut pas. Il n'y a pas de quête, il n'y a rien de spécialement noble dans l'écriture de contes fantastiques, et Houellebecq résume ainsi la situation assez bien. Il ne se pose pas en maître, ni en modèle, il accueille leurs premiers essais les premiers essais de ses correspondants, souvent plus jeunes que lui, avec une délicatesse et une modestie exemplaires. Il sera pour eux un véritable ami, courtois, prévenant et gentil. Jamais un maître à penser. Et jamais non plus un écrivain professionnel. Pourtant, si l'on en revient à l'écriture collaborative telle qu'elle est qualifiée par Lovecraft, Life Itself, on trouve quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'analyse de Houellebecq, dont le titre de l'essai, bien connu, je vous rappelle, est Howard Phillips Lovecraft, contre le monde, contre la vie. Cette vie même, c'est la promesse d'une continuation de l'œuvre. La générosité de Lovecraft dans son travail sur les textes des autres trouve sa récompense dans l'usage que ces autres, parfois les mêmes autres, feront de ces inventions mythologiques. Un usage qui, bien sûr, n'exclut pas l'invention elle-même, comme je le disais au début. C'est évidemment dans cette perspective que je souhaite replacer la pratique holistique, envisagée comme une continuation des potentialités de la fiction Lovecraftienne. Je ne passerai finalement pas énormément de temps du temps qui m'est imparti sur le jeu de rôle lui-même, l'appel de Cthulhu, sur les particularités duquel
je pense que je ne vous apprendrai rien, ou sur lesquels je peux revenir, évidemment, en fin d'intervention, si vous avez des questions à ce propos. Je me contenterai ici de poser le principe, assez simplement formulé par Julien Basile, selon lequel Lovecraft fonde des règles laissées à l'appréciation de ses continuateurs, auteurs, concepteurs, lecteurs ou joueurs. La liste est intéressante des possibles devenirs, des devenirs de la lecture Lovecraftienne, ou de l'écriture Lovecraftienne. L'article d'où est tirée cette formule porte sur, en l'occurrence, un jeu vidéo, mais il est bien clair que cette formule s'adapte aussi au jeu de rôle, dont Olivier Caïra précise bien ce qu'il appelle l'une de ses propriétés les plus étonnantes, l'irrémédiable incomplétude de chacun des éléments qui le constituent. Or, il me semble que pour bien saisir la modularité particulière des fictions Lovecraftiennes, au sens plus large du terme, c'est-à-dire collectivisées par de là l'espace et le temps, transfictionnalisées d'un médium à un autre, c'est au niveau justement de ces règles qu'il faut envisager un rapprochement. Ces règles sont consubstantielles au mythe Lovecraftien, labellisé, après sa mort, mythe de Cthulhu, du nom de la plus célèbre de ces créatures, avec une image que je trouve personnellement assez belle. La centralité de cette créature qui fait d'elle le principal antagoniste des humains est liée au fait que Cthulhu, à mon avis, il y a deux choses, au fait que Cthulhu demeure sur la planète Terre, plus exactement sous l'eau quelque part, dans le Pacifique Sud, contrairement à la plupart des entités Lovecraftiennes qui n'ont en général pas de lieu de résidence défini, sinon le vide cosmique, voire d'autres dimensions spatio-temporelles. Cette centralité du personnage de Cthulhu est également liée au fait que Cthulhu est l'un des seuls monstres Lovecraft qui apparaissent effectivement à quelques humains, de manière hautement spectaculaire d'ailleurs, dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu, dont le nom a été repris tel quel par Sandy Peterson lorsqu'il crée le jeu de rôle associé, dont vous avez ici l'image de la première édition en 1981. Mais cette centralité du personnage de Cthulhu ne trouve pas son origine dans l'esprit Lovecraftien du mythe. Elle est surtout l'œuvre d'August Derleth, l'un des principaux contemporains et héritier spirituel de Lovecraft. Derleth qui, après la mort de Lovecraft, proposera de penser le mythe selon des principes hérités du christianisme, et notamment en cherchant à créer un panthéon de dieux bons, de dieux favorables à l'activité humaine, autour du dieu Nodens, figure mythologique mineure, inspirée à Lovecraft par Arthur Machen, qui lui-même le tire de la mythologie celtique, où Nodens figure une sorte d'avatar de Neptune, mais peut-être que Laurent Di Filippo en saura plus que moi à ce propos. J'avoue ne pas savoir exactement comment replacer Nodens dans la culture nord-européenne. La réintroduction d'un système moral au sein du mythe Lovecraftien constitue, à mes yeux, mais je ne suis vraiment pas le seul à le penser, beaucoup de commentateurs le disent, une erreur patente. Cela impliquerait en effet que les principales entités Lovecraftiennes seraient, entre guillemets, mauvaises, ce qu'elles ne sont pas, puisque leurs desseins sont simplement hors de portée de l'esprit humain. Le système du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu reprend l'idée d'une organisation, d'une classification, d'un regard moderne, d'un regard issu des Lumières en quelque sorte, en tout cas partielle, cette organisation du mythe, qui prend la forme d'un chiffrement des caractéristiques des créatures, d'une ébauche de hiérarchie entre ces créatures, d'effets d'échelle, comme on pouvait le voir sur ma première diapositive. Donc quelque chose qui pourrait être considéré comme tout à fait infidèle à l'esprit initial du mythe Lovecraftien, qui se défait complètement de ces effets d'échelle, qui même prend son sens parce que les échelles disparaissent complètement, et parce que les moyens humains de comprendre ces entités, ou cette mythologie, l'humain n'en a pas les moyens. Or, voilà
à partir de Derleth, si on veut, et puis au fil du temps et jusqu'au jeu de rôle, qu'on nous dit que il y a une échelle, il y a des moyens de comprendre, il y a un chiffrement possible, etc. Est-ce à dire que le mythe se dégrade au fil du temps? Non, je ne pense pas. Cela veut plutôt dire que le jeu de rôle fait usage des deux aspects du mythe, le mythe domestiqué de Derleth, comme le mythe astructurel, fondamental, si on veut, de Lovecraft, en les associant respectivement aux règles et aux usages libres qui doivent être faits de ces règles. Je rappelle à ce propos encore une citation d'Olivier Carral: les jeux de rôle sont les seuls jeux de société où l'entorse à la règle est non seulement tolérée, mais souvent encouragée. Ainsi, le jeu reprend à son compte, et selon les fondements mêmes qui lui donnent son originalité, le mythe dans toute sa richesse, aussi bien dans les tentatives de sa rationalisation que dans l'aveu de l'impossibilité de cette rationalisation. En somme, le jeu épouse les contours des transformations de ses personnages, des personnages des fictions de Lovecraft, de la domesticité mentale à la sauvagerie. Une dynamique qui se retrouve dans tous les contes de Lovecraft, à l'image de la célèbre première phrase de l'Appel de Cthulhu. Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde dans ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Cette incapacité renvoie pour nous à la pluralité des processus créatifs en jeu lors d'une partie de jeu de rôle. Ce que vont faire les joueurs est fondamentalement impossible à prévoir, où la prévisibilité de leur action ne dépend que du bon vouloir d'un groupe de joueurs, bon vouloir à maintenir la fiction qui se crée dans le cadre qui leur a été donné, mais ce bon vouloir est fragile et n'est pas structurellement inhérent à la pratique holistique. Celle-ci miserait plus volontiers sur la créativité de ces joueurs que sur une compétence technique profonde comme la connaissance impeccable des règles. Je ne vous apprends rien. On touche ici au principe même de ce que j'appellerais l'octorialité multiple, principe que l'on retrouve à plusieurs niveaux de la création fictionnelle lovecraftienne. D'une part, comme on l'a vu, dans la multiplication des auteurs assimilés au mythe, ou s'assimilant eux-mêmes au mythe, du vivant même de Lovecraft, et sous le patronage, mais pas uniquement le patronage, dans un système assez horizontal de Lovecraft. Multiplication des auteurs, donc, mais aussi fractionnement jusqu'à l'invisible, s'agissant de textes dont la signature ne correspond pas aux mains ayant tenu la plume. Cet aspect d'invisibilité de l'octoria m'importe et m'intéresse beaucoup. Donc, d'une part, cette multiplication des auteurs à l'époque, et puis l'octorialité multiple de la fiction holistique et des différents avatars de reprise du mythe, pas uniquement d'ailleurs dans un cadre scriptural, mais comme vous avez pu le voir avec les images que j'ai données au début, un cadre qui peut être pictural. Au-delà, cette octorialité se développe comme une forme inscrite dans l'imaginaire lovecraftien du devenir de l'humanité. Cet imaginaire est problématique, car, comme l'ont bien décrit de nombreux critiques, Lovecraft était profondément, mais alors profondément raciste. Le gentleman farmer, aux valeurs entièrement tournées vers le puritanisme et qui vécut l'essentiel de sa vie dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre, petite ville qui confirmait ses valeurs complètement, passe 2 ans à New York. Entre 1924 et 1926, c'est l'année de son mariage. Une année, les 2 ans qui sont assez heureux pour lui, mais ça ne va pas durer. Et donc, il ramène de ces 2 années new-yorkaises une expérience de bouleversement double, liée d'une part à la puissance architecturale de Manhattan, puis dans un second temps, il vit à Manhattan au début avec sa femme, puis au bout d'un moment, ils ont des problèmes d'argent, elle doit trouver un nouveau travail, lui n'arrive pas à en trouver, elle doit quitter la ville de New York, bref, lui doit déménager, et il déménage à Brooklyn. Donc, dans un second temps, lié à l'affreuse mixité insupportable de la population de Brooklyn, où l'échec de son mariage, donc, et sa pauvreté, puisque Lovecraft a toujours été pauvre, plus ou moins toujours été pauvre, l'exil. Et il y a
paragraphe absolument terrifiant dans sa correspondance sur la population qu'il est obligé de côtoyer. Il décrit des Noirs de manière complètement simiesque, avec des bras trop longs, il ne comprend pas ce qu'ils font là. C'est vraiment assez nauséabond. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, ces fictions garderont ce double marquage, hanté d'architecture cyclopéenne et du grouillement immonde des créatures qui peuplent ces architectures. Je pense en particulier, dans cette comparaison avec New York, aux montagnes de la folie, ou montagnes hallucinées, suivant la traduction de François Bon reprend Mountains of Madness, les montagnes de la folie. Donc, conte ou petit roman, ou au cœur même de ce double dispositif d'échelle opposée, entre le moléculaire du vivant et le titanesque des structures, se présente aux yeux horrifiés des personnages, dans le climax de leur expérience avec l'horreur, une créature innommable dont le seul support de comparaison s'avère être l'hybride idéal entre le monumental des techniques modernes et la promiscuité dégoûtante du bas peuple métissé, le métro. It was a terrible, indescribable thing, vaster than any subway train. Vous avez cet étrange comparant avec un métro, qui nous semble un peu étrange aujourd'hui. Il faut s'imaginer la terreur que provoquait l'arrivée en gare d'un métro new-yorkais pour un usager des années 20-30. Et je ne vais pas lire ce passage, mon accent n'est pas assez bon, mais je vous laisse le faire parce que le passage est assez lourd en soi. Il exprime bien le dégoût Lovecraftien pour métaphoriquement, la populace de New York. Malgré son dégoût, Lovecraft ne peut ignorer que sa vision de New York est une vision de l'humanité future, dans laquelle il n'a pas sa place, tout en l'occupant effectivement, puisqu'il n'a pas les moyens de vivre dans cette ville autrement que parmi les pauvres. En somme, la multiplicité des humains qui le rebutent est similaire à celle qui fonde l'indexation de son écriture à la collectivité du journalisme amateur, puis aux collectivités diverses qui s'emparent de son œuvre dans le courant du XXe siècle. La chèvre noire aux 1000 chevreaux est sans doute immonde, elle n'en reste pas moins l'image même de la fécondité. Lovecraft appelle de ses voeux les changements mêmes qu'il craint. De la même manière que le protagoniste Lovecraftien est confronté à des effets d'échelle vertigineux, du moléculaire au cyclopéen, ne peut pas faire corps sans se confronter à l'absurdité des limites physiques de ce corps, sans se confronter à l'absurdité de son assignation identitaire dans l'espace, il est impossible de conférer à l'octorialité Lovecraftienne un corps simple, un corps singulier. À cet égard, je souscris pleinement à la thèse de Patricia McCormack, qui lit Lovecraft dans la perspective deleuzienne d'un devenir. Devenir animal, devenir monstre, devenir meute, devenir essaim. J'ai quelques petites images, dessins. J'ai même une petite vidéo. Je ne sais pas si elle ne va pas marcher. Cette multiplication, cette pluralisation du soi fonctionne chez Lovecraft comme un adieu répété au contour bourgeois, du connu, du nommé, de la clôture identitaire. Une constante déterritorialisation, pour reprendre un terme deleuzien. Et d'ailleurs Deleuze-Guattari, on ne va pas se bouder le plaisir de les citer, il y a toute une politique des devenirs animaux comme une politique de la sorcellerie. Cette politique s'élabore dans des agencements qui ne sont ni ceux de la famille, ni ceux de la religion, ni ceux de l'État. Ils exprimeraient plutôt des groupes minoritaires ou opprimés, ou interdits, ou révoltés, ou toujours en bordure des institutions reconnues. J'exagère peut-être lorsque je prends l'activité rôlistique comme signe d'une politique de la sorcellerie. Je crois pourtant qu'il y a dans le saut permanent vers la recréation, dans l'usurpation décomplexée du statut octorial de ces joueurs, un devenir meute, qui résonne spécifiquement avec l'écriture Lovecraftienne, qui en est l'héritage le plus abouti. Au passage, petite anecdote, mais qui est
qui est, je crois, extrêmement significative. Lors de la préparation de ce colloque, à 2 reprises, et en fait à 3 reprises, nous nous sommes trouvés, Grégory et moi, dans des lieux publics où le simple fait d'évoquer notre activité, la préparation de nos activités, nous a valu de nous faire aborder par des inconnus, spontanément intrigués et intéressés. Au bureau de la reprographie, en allant chercher ces objets, il y a quelques jours, une personne que je ne connaissais pas m'a demandé de quoi il s'agissait, a déclaré son intérêt, a pris des photographies et a promis qu'elle serait là. Je ne la vois pas. Mais elle viendra peut-être plus tard. Le jeu de rôle est une activité mineure dans l'acception la plus noble que Deleuze donne à ce terme, qui existe dans l'horizontalité basse des liens humains directs, qui a lieu sous les radars des grandes opérations économiques et politiques. Une activité de meute, sans leader et sans mot d'ordre, qui crée sa sorcellerie dans l'alliance, dans le pacte, dans la contagion. Autant de mots deleuziens. Hein. L'alliance, le pacte, la contagion. Et je suis sur le point de terminer. Et je voudrais terminer avec 2 citations de Patricia McCormack. If Lovecraft, je ne vais pas le dire en anglais. Si le travail de Lovecraft présente une philosophie politique de l'altérité au-delà d'une intention octoriale, il ne le permet que dans la mesure où, de ce travail, il est fait usage et non simplement dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit ne suffit pas, comme les règles écrites d'un jeu de rôle ne suffisent pas à la création d'une partie. C'est ce qu'on fait avec qui compte. Agir en sorte... Et oui, puis sur la même page, in order to enter this beyond humanness, we must act as sorcerers. Agir en sorcier, c'est au contraire de Lovecraft épouser pleinement cet au-delà de l'humain, penser en tant qu'individu, labelliser, classifier, et embrasser son devenir meute. Et je finis avec ça. Devenir meute, qui peut être magnifique, mais qui peut être effrayant aussi. On peut aussi bien penser à Hitchcock qu'à une œuvre d'art sublime en regardant cette murmuration des tourneaux. Malgré ce que nombre, et je finis avec ça, malgré ce que nombre de commentateurs de Lovecraft prétendent, et Houellebecq en premier lieu, le texte Lovecraftien pluriel ne se prononce pas contre la vie. Au contraire, et l'activité holistique qui l'accompagne en est la preuve, il est le signe d'une énergie inépuisable. Je vous remercie. Ah oui. Merci beaucoup pour cette intervention. Après, on va donner la parole au PJ. Si vous avez des questions, des remarques, des relances pour Gaspard. Si jamais j'en ai une, mais... Elles sont un petit peu courtes mes vidéos, mais je vais la relancer celle-là aussi quand même. Alors, moi je voulais te demander, par rapport à cette notion de devenir meute, Ouais. et si finalement, enfin dans quelle mesure est-ce que ça n'entrait pas un peu en contradiction avec ce principe du jeu de rôle qui est que les joueurs interprètent les héros de l'histoire, ce sont les personnages joueurs en opposition aux autres. Du coup, est-ce qu'au contraire, ils ne devraient pas ne pas faire meute, mais se démarquer? Alors, effectivement, c'est une question très intéressante. À cela, il faut répondre avec, encore une fois, une spécificité Lovecraftienne. C'est-à-dire que, et là peut-être que c'est utile de le dire, je pense que vous êtes nombreux à le savoir, mais peut-être probablement pas tous et toutes, dans un jeu de rôle ordinaire, conventionnel, les personnages que vous incarnez, au fil du temps, progressent et se renforcent et deviennent plus puissants. Ils gagnent des niveaux, ils gagnent des objets magiques, etc. L'appel de Cthulhu est, à ma connaissance, le seul, mais probablement en fait qu'il y en a d'autres, jeu de rôle dans lequel la progression d'un personnage correspond en fait à son affaiblissement. Plus vous avancez, plus vous entrez dans la connaissance de phénomènes innommables, interdits, qui créent des dissonances cognitives.
et qui ne permet pas que vous gardiez votre santé mentale. En fait, le devenir d'un personnage Lovecraftien, d'un personnage joueur, c'est de devenir fou. Il court beaucoup plus ce risque que de mourir. Il perd beaucoup plus vite des points de santé mentale que des points de vie, en quelque sorte, pour parler en termes techniques. Donc, c'est la raison pour laquelle l'héroïsation de ces personnages est problématique, d'une part. D'autre part, parce que cette héroïsation, si elle est menée à bien, elle correspond finalement à une entrée, à une contagion de l'horreur mythologique Lovecraftienne. Tout ce qui peut arriver, ce qui peut arriver de pire à un personnage de l'appel de Cthulhu, c'est de devenir fou. Mais dans son regard à lui, au personnage, c'est pas ce qui peut arriver de pire, c'est peut-être ce qui peut arriver de mieux. C'est se devenir meute, c'est un devenir fou, parce que c'est sortir des schémas ordinaires, bourgeois, de l'homme des Lumières ou du puritain incarné par Lovecraft. Voilà, en gros. J'en profite pour vous dire de vous asseoir, je change de casquette pour dire l'organisateur. Asseyez-vous, restez pas debout. Il y a des chaises là. Enfin, bref, On l'attend tous sur vous. Oui, Laurent, vas-y, je t'écoute. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Alors moi j'avais une question plus sur la diversité sous deux angles. En fait. Est-ce que tu parles de devenir meute, donc qui a quand même un espèce de fonctionnement ensemble, les vidéos aussi que tu montres, c'est quand même qui se baladent, mais toujours dans la même direction. Mais est-ce que tu penses, alors déjà, parce que c'est un avis que j'ai, qu'en fait Lovecraft, déjà, tous ces récits, ils n'étaient pas forcément en lien comme on a pu... par la suite, comme ces continuateurs ont essayé de le faire en fait, de manière structurée, comme tu disais, c'est tout ça, mais lui il s'essayait à différents styles, il s'essayait à plein de choses, et qu'en fait il y a beaucoup plus de diversité dans ces textes. Il faut les lire des nouvelles un peu différentes, des essais littéraires différents, et du coup ça crée de la variété dans la manière d'aborder ces questions-là, de la transcendance de l'univers qui dépasse les hommes, etc. Donc ça c'est une chose, donc qu'est-ce que tu penses justement de ça, qui fait que aussi bien la continuité que les jeux de rôle essaye d'uniformiser son œuvre, et l'autre chose, en termes de réception par les joueurs, est-ce que plutôt que de permettre, en fait il y a des manières de jouer qui sont très différentes sur un joueur, je veux dire on peut prendre l'appel de Cthulhu et puis jouer bourrin, même si les règles à la base destinent pas à ça, mais il y a des gens qui peuvent le jouer de cette façon, et dans ce cas-là ça recrée de la diversité, de la manière de s'approprier l'œuvre Lovecraft et le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, et donc dire des monstres en fait, ça reste des monstres à tuer, on peut jouer comme on joue à Donjons et Dragons un petit peu. Voilà, qu'est-ce que tu penses aussi de cette finalement ouverture ou diversité par la réception des consommateurs? Bon, en ce qui concerne la deuxième partie de ta question, je pense que tu y réponds en la posant, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour moi le symptôme d'une énergie extraordinaire liée à cette littérature-là, en fait spécifiquement à cette littérature-là, qui rejoint de manière assez étonnante, parallèle, le système holistique. C'est-à-dire que d'un côté, on a des règles qui n'en sont pas vraiment, mais qui sont rassemblées après coup, et ça, c'est plutôt la première partie de ta question. On ne peut pas s'empêcher de faire des pyramides, on ne peut pas s'empêcher de faire des schémas, on ne peut pas s'empêcher de faire des triangles, on ne peut pas s'empêcher de faire des anthropologies structurales, alors que l'anthropologie de Lovecraft, c'est vraiment exactement le contraire des Lévi-Strauss, c'est exactement le contraire des Lévi-Strauss. Mais on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et aussi bien Auguste Derleth, quand il reprend l'héritage Lovecraftien, se met à créer des panthéons, des organisations et des classements, aussi bien, en fait, la réception collective ne peut pas s'empêcher de considérer qu'il y a des grands textes, Houellebecq le dit, il y a des grands textes. Alors, l'appel de Cthulhu, c'est un grand texte, les montagnes de la folie, c'est un grand texte, l'horreur à Dunwich, c'est un grand texte, etc. Puis, il y en a comme ça qui constituent le sommet de la pyramide, puis en dessous, il y en a des un peu moins bien, et puis en dessous, il y en a encore des pires, et puis tout en bas, il y a il y a les lettres qu'on n'a jamais lues, et puis il y a encore des machins immondes, innommables, qui circulent, donc qui n'ont plus de nom, qui n'ont plus d'auteur, ça. Et tout ça est organisé de manière
artificielle, alors qu'effectivement, pour Lovecraft, il n'y avait pas du tout cette organisation-là. Comme tu le dis, il partait dans tous les sens, il n'avait pas spécialement d'idées. Il y a des récits de Lovecraft qui sont des récits, qui sont des purs hommages à Edgar Poe, qui sont des récits d'enquête, de détectives, qui ne prennent pas en compte un quelconque mythe. On trouve, enfin, moi je suis loin d'avoir, très très loin évidemment d'avoir tout lu, mais on trouve effectivement, voilà, l'organisation, elle arrive après coup. Et on en a besoin. Il ne faut pas non plus cracher là-dessus. Il ne faut pas penser en termes de décadence du mythe. Ça, je pense que c'est une erreur de penser sous cet angle-là. Ouais. Mais il faut vraiment bien voir comment on a besoin de ces structures pour ensuite pouvoir s'en détacher, pour ensuite pouvoir les comprendre et parler de devenir meute et lire du Deleuze-Guattari pour injecter du Deleuze-Guattari là-dedans. De la même manière, je pense, et c'est ça qui est très fort, de la même manière qu'on a besoin des règles du jeu de rôle pour ensuite s'en défaire et tricher. C'est-à-dire, pour avoir le plaisir de tricher pendant un jeu de rôle, il faut quand même savoir, enfin, le tricheur ne peut pas ignorer les règles, il est obligé de les connaître, sinon il ne triche pas. Donc tout ça est lié. Pour moi, ça fonctionne assez bien, spécifiquement avec Lovecraft, justement. Olivier, Merci également. Je voulais rebondir sur les questions de médialité que tu abordes, en fait, à travers notamment l'illustration. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de spécifique au fait de passer sur un travail pictural, holistique, cinématographique? On sait à quel point c'est compliqué concernant Lovecraft d'avoir un long-métrage qui soit considéré comme une évocation à peu près juste de son travail. Et au niveau notamment de l'illustration en jeu de rôle, on sait que c'est traversé de tensions, que les éditeurs ont toujours hésité entre la planche anatomique pure et puis l'allusif extrême. On a eu dans l'une des éditions du jeu le seul manuel des monstres qui n'est pas d'illustration de monstres, avec que des reliques, des espèces de cahiers d'anthropologie plus qu'une vision totale. Et Loïc Musy, dont tu as projeté plusieurs visuels, représente aujourd'hui une espèce de point médian en utilisant énormément le flou. C'est-à-dire qu'on a une visibilité type planche anatomique, mais prise un peu à l'arrache. C'est donc celle-là, là. Hein. Ouais. On voit ici l'aspect. Le travail de Musy, vous voyez qu'il y a des effets de profondeur et de flou croissant qui font qu'on est très souvent dans ce maintien de l'indétermination littéraire qu'on a dans les descriptions de Lovecraft et de ses épisodes de manière assez convaincante graphique. Je renvoie aussi à ce qu'avait fait Jérôme Huguenin dans la version de 7e cercle, où là on avait des visuels qui étaient simplement sur le cadrage ou sur la vision un peu allusive, représentation des monstres, mais qui tablait beaucoup sur le fait qu'on en avait vu d'autres avant. Si on découvrait le travail de Jérôme tout seul, on risquait de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je décris à mes joueurs? Donc, est-ce que derrière, on n'a pas un énorme malentendu lié au succès réel, et que je suis un grand admirateur de ces jeux et de l'œuvre, mais est-ce qu'on n'a pas un immense malentendu au niveau graphique et au niveau holistique sur l'œuvre de Lovecraft, au sens où proposer du jeu de rôle à partir de récits qui sont eux-mêmes inadaptables, parce que c'est toujours de seconde main, à partir de quelqu'un qui bave dans un asile. L'essentiel des récits Lovecraftiens sont sans héros, et donc le que faites-vous holistique me semble extrêmement tendu dans la manière d'interpréter cet auteur-là en particulier. D'où ma question. Voilà, est-ce qu'on est sur un malentendu, un heureux malentendu, ou est-ce qu'il y a, à ton sens, des manières plus ou moins justes de rester dans le sillon littéraire de Lovecraft quand on pratique le jeu de rôle? Je suis très embêté par la deuxième partie de ta question. Des manières plus ou moins justes, non, parce que l'idée même de guidance
est étrangère j'ai envie de dire qu'elle est étrangère à Lovecraft, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans sa pratique d'écriture collective, il se posait volontiers comme correcteur et comme guide, même s'il il postulait une forme d'horizontalité. Franchement, je ne sais pas s'il existe une meilleure manière que d'autres. Je renvoie en quelque sorte la première partie de ta question à la question de Laurent juste avant, qui est, effectivement, on peut, avec une certaine distorsion, jouer à Cthulhu comme on jouerait à RuneQuest ou à Warhammer, en bourrinant. Mais le problème étant, pour un maître de jeu, pour un meneur de jeu, c'est bien connu, le problème à Lovecraft, dans l'appel de Cthulhu, c'est de trouver des créatures assez faibles pour être confrontées à des personnages qui sont faibles dès le départ et puis qui ne vont pas arrêter de s'affaiblir, en fait. Donc, pour ne pas les tuer tout de suite ou pas les rendre fous tout de suite. C'est-à-dire que si on les fait rencontrer Grand Cthulhu ou des choses comme ça, ils ne vont pas survivre 2 rounds, en quelque sorte, pour parler en termes humoristiques. Mais oui, c'est possible de le faire. Je pense... J'imagine qu'il existe des jeux plus appropriés pour le faire, si on a vraiment envie de passer son temps en combat et en succès d'années de gloire, que de faire sur l'appel de Cthulhu, mais c'est possible aussi. Et s'agissant de cette question du malentendu, est-ce que la pensée de Lovecraft est... Si j'en viens à dire que même Auguste Derleth, en créant un panthéon de dieux et en faisant tout à fait le contraire de ce que Lovecraft avait pensé en termes d'organisation mythologique, n'a pas complètement trahi et est acceptable dans cette perspective, dans la perspective de lecture, qu'est-ce que ce serait que trahir Lovecraft, en quelque sorte? Est-ce qu'on peut vraiment... Est-ce qu'on peut tout faire dire à Lovecraft, tout faire faire à Lovecraft à partir du moment où on entre dans ce moment de l'innommable et du vide qui remplace le discours? Probablement qu'il y a une limite à cette interprétation-là. Je ne sais pas où elle est. En dernière remarque, il y a des gens qui pensent pas que Oui, juste une anecdote qui est intéressante par rapport au Call of Cthulhu. C'est que dans le texte, il y a une invitation à jouer. Dans ce texte-là de Lovecraft, on mentionne qu'il ne faut pas mentionner explicitement le nom de la bête, car elle va se rapprocher de nous. Et au début des années 80, les membres de Metallica ont composé une chanson qui s'appelle The Call of Cthulhu, et ils ont changé l'appellation spécifiquement l'écriture, donc la morphologie du mot Cthulhu. Ils se sont permis une digression morphographique pour jouer le jeu. Donc c'est intéressant de voir cette mise en abîme-là dans le texte même, et de voir que même à 60-80 ans de distance, on pouvait se laisser aller à cette propre ludification. Est-ce que tu suggères ou que tu dis par là que le changement morphographique du nom Cthulhu... Qui est protégé. Ouais, c'est ça. Alors, il joue avec... il ne court pas le risque de... Il embarque dans la dynamique de ludification qui est implicite au texte. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que... Et tout d'un coup, je comprends mieux pourquoi tellement de gens orthographient mal le nom de Cthulhu, en fait. Tout à fait, parce qu'ils ont compris les règles du jeu. Ils ont compris les règles du jeu. Houellebecq écrit systématiquement C-T-U-L-H-U, et en fait, il ne sait pas ce qu'il a tout compris. Voilà. Il évite de prendre des risques. Et voilà, ça va être pour ma pomme. Alors, merci beaucoup. On va passer à la deuxième intervention. Donc,